Bon, ça y est, on est en Grèce. Je me fais à manger parce que là, on est dans une zone très très isolée et tous les restos sont fermés. On est lundi, je pense que c'est pour ça. Donc, il y a quoi, 25-30 km avant le prochain restaurant. Donc là, concrètement, c'est que de la montée, donc je peux pas me permettre de pas manger avant, sachant que j'ai déjà fait une cinquantaine de bornes. Donc voilà, là, c'est un peu diète sèche parce que j'avais pas du tout prévu ça. Je pensais manger dans un petit truc, un petit boui-boui. Donc ça va être riz au riz aujourd'hui. Donc voilà quoi. Ce soir, je viens de rencontrer quelqu'un d'incroyable qui s'appelle John. Et en fait, je cherchais à faire réparer mon vélo tout simplement parce que j'ai un problème de frein. Et avant d'aller dans ces grandes montagnes-là, vers les météores, je voulais vraiment changer mes freins, mon frein arrière notamment. Et je vais dans un magasin de vélo et puis je tombe sur ce gars. Il a pas la pièce, il est effondré, il est en mode oh là là, ton projet il est incroyable. J'ai absolument envie de te trouver la pièce. Je suis vraiment vraiment désolé et tout. Au final, il a vraiment pas la pièce, donc il me recommande quelques magasins de vélo. Il me dit bon, par contre, c'est mort, je te lave ton vélo, tu vois. Et moi, au départ, je me dis ah putain, il va essayer de me vendre un truc ou un truc comme ça. Et en fait, pas du tout. En fait, chaque personne qui passe dans son magasin, là, il prend le vélo, il le lave entièrement. Mais quand je dis il l'a lavé, c'est que le vélo, franchement, je vous ferai une vidéo demain. On dirait qu'il est neuf. Il n'y a pas de graisse sur la chaîne, il n'y a rien. On dirait vraiment qu'il est neuf, ça m'a impressionné. Il a fait ça en 5-10 minutes. Vélo, et quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit bah juste, je sais pas, il y a plein de personnes, elles aiment pas vraiment leur boulot. Moi, j'aime vraiment mon métier. Je trouve qu'il y a ça de magique chez les gens qui sont passionnés et les gens qui ont de la valeur aussi. Comme dit Saint-Exupéry, les hommes de valeur se sentent responsables pour des choses dont ils ne le sont pas. Je trouve ça très vrai. Ce mec s'est senti, tout d'un coup, il s'est senti responsable de mon voyage en Afrique, quoi. Et sans ce genre de personne, en fait, on n'irait pas vraiment loin dans un voyage. Il y a quelques jours, j'étais à Berat et j'avais une discussion avec quelqu'un sur le capitalisme et c'était super intéressant. En gros, cette personne, elle avait un métier. Il me semble que c'est facilitatrice. Alors bon, a priori de ce qu'elle m'a dit, ça dérive de la théorie d'un livre d'un chercheur qui a dit qu'il fallait pas de patron dans les entreprises ou quelque chose comme ça. Bref, cette personne-là, en fait, elle était employée dans des associations, etc. et des collectivités locales pour gérer des réunions et ce genre de choses. Et donc on a eu un débat sur le capitalisme parce qu'elle était très anti-capitaliste. Et je faisais remarquer que en l'occurrence, ce qu'elle faisait était peut-être encore pire que le capitalisme, c'est-à-dire que c'était une autre forme de capitalisme qui s'appelle le capitalisme de connivence en fait, où elle reconnaissait elle-même que le boulot principal de son patron dans les associations à but non lucratif dans lesquelles elle bossait, son but principal à son patron, c'était de graisser la patte des politiques locaux, alors pas dans un sens monétaire, mais dans un sens moral, parce que souvent on se trompe là-dessus. On pense que la corruption dans les pays européens, ça doit nécessairement être comme en Afrique, dans les républiques bananières, mais sauf qu'en France ou en Europe, les gens n'ont plus nécessairement besoin d'argent en fait. Quand vous avez 5 000 € par mois, vous pouvez vous permettre de faire une autre sorte de corruption qui s'appelle la corruption morale, c'est-à-dire écoutez, je finance votre truc. Par contre, la contrepartie, c'est que je vais m'afficher tout le temps avec vous pour non pas gagner des points au niveau monétaire, mais gagner des points au niveau social et de ma valeur perçue auprès de, voilà, me faire une image morale en fait. Aujourd'hui, dans notre monde, la valeur morale a bien plus de pouvoir en fait que l'argent. Et du coup, je lui faisais remarquer ça et on avait un petit échange intéressant là-dessus parce que c'était une personne intelligente. Et sans parler de la personne, moi je suis entrepreneur à côté et je trouve ça terrible en fait qu'on ait mis en place ce genre de modèle parce qu'à la fin en fait c'est de l'argent des classes moyennes qu'on balance par les fenêtres. Je trouve ça ouf que des professions comme ça qui n'ont pas fait leurs preuves sur un marché en fait, parce que concrètement ça sert à ça un marché, c'est-à-dire que si un mec, un patron d'entreprise, il dépense son argent à lui, l'argent qu'il pourrait mettre ailleurs dans vos formations à vous parce que la méthode elle est bonne, elle est nouvelle, ça veut dire que la méthode elle a fait ses preuves et donc ça fait sens de la mettre de la faire peut-être payer par le grand public ou par les impôts. Et donc non seulement c'est une cata pour les classes moyennes, mais en plus c'est une cata pour cette personne-là qui fait ce métier-là, parce que c'est par des essais-erreurs en fait, vous voyez que bon bah là ça marche pas, j'ai pas réussi à vendre mon truc, peut-être qu'il est pas au point, donc je réessaie d'une autre manière, et donc bah, la prochaine fois ça va marcher, et en fait mon produit devient bon, ma façon de faire et mon identité autour de mon produit est bonne. Et là en fait ce que fait l'État dans nos pays, c'est
de maintenir en fait un niveau bas, parce que quand vous autofinancez des gens, vous les maintenez dans leur zone de confort, vous les poussez pas à s'améliorer. Taleb, qui parle de la fragilité et de l'antifragilité, que ce soit des systèmes ou des individus, il dit qu'un individu a nécessairement besoin à un moment donné d'être fragile pour devenir antifragile. Ce qui veut dire par là, si on reprend notre exemple avec cette dame, peut-être si elle est dans un marché concurrentiel, peut-être que pendant 6 mois elle va pas avoir de boulot parce que son produit sera pas au point, parce que ce sera pas très bon. Mais en fait, cette fragilité là qu'elle va connaître pendant 6 mois va lui permettre de se renforcer, de faire des essais-erreurs, de renforcer son produit pour devenir antifragile. C'est-à-dire qu'elle sera en capacité de trouver des clients par elle-même de manière autonome avec son produit. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Si demain l'État la lâche, son produit il est probablement pas au point parce qu'elle n'arrive pas à trouver des clients par elle-même. Et donc si l'État la lâche, elle n'a plus rien. Mais plus rien. Et là le choc est brutal. Donc ce que dit Taleb, c'est qu'il vaut mieux une série de petits chocs où c'est un peu dur, mais régulier. J'ai des petits chocs, que facile, linéaire. Et là, quelqu'un me lâche ou l'État me lâche, ça tombe. Pourquoi je vous parle de ça dans un vlog de voyage? Parce que pour moi c'est essentiel à la mentalité du voyageur en fait, cette prise de responsabilité, ce skin in the game dans tout ce qu'on fait. Et en tout cas si on veut faire de grands voyages, je pense que c'est très très important de non pas dire ouais j'attends que... par exemple c'est un très bel exemple je trouve, les chiens. Il y a des gens qui vraiment, j'ai rencontré des voyageurs des fois qui étaient en mode non mais ce pays c'est pas possible, ils sont retardés, c'est n'importe quoi avec ces chiens, il y a des chiens partout, ils pourraient faire gaffe et tout, parce que ils ont eu peur naturellement. Moi aussi ça m'est déjà arrivé d'avoir ce genre de réaction sous le coup de l'émotion, mais à la fin des fins, la vraie question qu'il faut se demander c'est juste le pays il est comme ça, il y a ça comme danger, les gens ils conduisent comme des fous, peu importe. Est-ce que je suis capable de passer ou pas en fait, et c'est pas la discussion, c'est pas est-ce que l'État va réguler ceci ou cela ou va rendre le pays plus accueillant entre guillemets. La question c'est est-ce que je suis assez adapté et antifragile pour surmonter ça, auquel cas je m'en vais. C'est pas grave et je reviens peut-être un petit peu plus fort dans 4-5 ans, plus entraîné, peu importe. Moi ça m'arrivera peut-être en Afrique, j'en sais rien. Voilà, et il faut l'accepter. Et c'est pas en fait en attendant une régulation extérieure, en disant lui va me rendre la chose plus facile ou plus probable ou moins dangereuse, qu'en fait on peut aller vers le haut et se tirer mutuellement vers le haut. Je crois pas à ça. C'est assez marrant parce que là je suis dans un petit hostel qui est assez sympa. C'est géré par un mec qui est une sorte de Alexis Zorba, un grec vraiment... le mec, il a de l'énergie, il a de la voix et il est assez impressionnant quand il parle et tout. Et du coup là, moi ma prochaine destination ça va être les météores. Et je dois passer par les montagnes Pindus, je crois qu'ils s'appellent. Et c'est des très très hautes montagnes. Donc là on va passer encore à 1500 mètres d'altitude. Il m'a dit que la route principale à 1700 mètres elle était fermée. Donc il m'a montré en fait une petite dérivation, une petite route après qui me fait faire un tout petit détour, mais ça va. Et c'est une plus petite route quoi. Et du coup j'ai montré ça à John qui m'a réparé mon vélo. Et il m'a dit ah non faut pas que tu passes par là et tout, il y a trop de chiens errants, il y a trop de chiens de berger avec des troupeaux de moutons et tout dans le coin. Et il faut vraiment pas que tu passes par là. Moi j'y suis passé, je me suis fait super peur pas mal de fois avec mon frère, parce qu'il est aussi du coin. Donc du coup, moi je répète ça au mec de l'hostel pour lui demander une deuxième confirmation, quoi, parce que lui aussi il est du coin, donc il connaît normalement. Et le mec a pété un plomb, il était en mode qu'est-ce que c'est que ce connard qui connaît rien à la montagne, donne-moi son nom, je vais aller le voir. Lui, l'enfoiré, il pense que j'envoie des gens comme ça sur des routes où il y a des chiens, machin. Et il me dit ouais il connaît rien à la montagne le gars, parce que en fait les moutons ils sont en bas en février, janvier. En mai c'est là que c'est dangereux. Et donc du coup là à l'heure actuelle je sais pas, j'ai un avis et un autre. Donc ce que je vais faire là c'est que après-demain ou demain je vais repartir. Et je pense au village qui fait la jonction de cette route qui doit faire 10 km et qui est vraiment isolée, je demanderai au moins à 2-3 personnes, ok, est-ce que la route est vraiment safe ou pas. Enfin, ce qu'il y a, c'est que dans ces pays-là, on n'est pas sur des chemins de randonnée où les chiens sont quand même un petit peu éduqués à savoir ce que c'est qu'un randonneur. Ils savent encore moins ce que c'est qu'un vélo. Et donc ça peut être très très compliqué de les calmer dans ce genre de situation. Et si t'es tout seul, je te dis pas.
Bon, en train de sortir de Yanina dans le brouillard, et là je me suis fait déjà attaquer par, je sais pas, 2-3 meutes de chiens. Et on est sur la grande route, donc à mon avis pour prendre la petite route que le mec de l'hôtel a conseillé, Costa, à mon avis c'est complètement baisé. Faut jamais trop faire confiance aux gens locaux quand ils vous disent ok c'est bon, parce qu'en général ils ont jamais fait de vélo ni marché de leur vie. Dès qu'il faut faire 500 mètres ils prennent la bagnole, donc faut toujours prendre la décision par soi-même à la fin, parce qu'ils savent jamais vraiment en fait. Putain, je peux te dire que quand il y a de la brume là comme ça, que tu vois pas à 20 mètres et que tu vois pas s'il y a des troupeaux et tout, que tu es dans une route de montagne, putain tu flippes un peu hein. T'es attentif, il y a tous les sens en éveil là. Ok, donc là point de situation, il y a des chiens énormes tout là-bas. Heureusement il y a une voiture qui m'a prévenu dans le sens inverse, mais elle s'est pas arrêtée, putain. Donc bah là on va attendre une voiture pour nous faire traverser. Bon, plus de peur que de mal. Les chiens étaient énormes, mais c'était pas des chiens de berger, donc la nana elle m'a fait un peu peur, mais ça allait. J'ai arrêté une voiture quand même hein. Je lui ai demandé de me suivre, il m'a suivi pendant 200-300 mètres, mais les chiens ils ont pas bougé, donc voilà. Putain, comme par miracle il y a le ciel qui vient de se découvrir là. Oh là là, en haut de la montée. Putain, c'était angoissant. Ouh, c'était angoissant. Putain, c'est des oufs en Grèce hein, vraiment. Ils ont 5 fois plus de chiens errants qu'en Albanie et tout ce que j'ai vu quoi, alors que c'est un pays qui est beaucoup plus riche. Mais bon, voilà. Il y a une petite mamie qui a son petit bar qui m'a invité. Bon, je sais pas, c'est un petit restaurant. Elle m'a dit tu veux manger? J'ai dit bah ouais, ça avait l'air marrant. Elle a une drôle de démarche et tout, donc je me suis arrêté. Théo. Ah. Thank you. Efalisto. Bah voilà, on repart du bar d'Hélène, c'était génial. Au moment de payer, je me dis bah tu sais combien, tu vois, ce qu'elle m'a donné tout un repas et tout avec le fromage. Elle m'a dit bah donne-moi ce que tu veux, tu vois. Donc bah c'est ça le voyage à vélo. Tu passes de la peur avec les chiens à quelqu'un comme ça qui t'accueille sans trop savoir pourquoi, mais c'est ça le voyage à vélo. C'est ce contraste là aussi qui est assez magique. Donc on va continuer. Putain, par contre la Hélène, c'est qu'elle m'a invité en pleine montée. Vu ce qu'elle m'a donné à manger là, je roule à 2 à l'heure là. Hein. Allez. Ouais, donc là-bas il y a une meute d'une dizaine de chiens. Je sais pas si je vais réussir à vous faire un zoom dessus. Et là le souci c'est qu'il n'y a pas de voiture avant, je sais pas, 1 heure je pense, facile. Donc là ils sont en train d'avancer vers moi. Je vais devoir reculer un petit peu. Et puis bah ouais. Il n'y a pas grand chose à faire quoi, je pense qu'il y a une ferme en bas. Mais je crois que je vais devoir faire tout demi-tour, voilà. Et puis bah je pense longer la côte, parce que cette vieille route, c'est mort à mon avis. J'ai fait 40 km mais... Thank you. Ah putain, le bordel. Bon, finalement je suis passé. J'ai eu du bol, il y a 2 voitures qui sont passées, qui sont arrivées en fait, je les ai arrêtées. Une bagnole devant qui balançait des pierres aux chiens, l'autre derrière moi. Et bien leur en a pris parce qu'il y avait une vingtaine de chiens. Vous vous rendez compte? C'était une espèce de maison de cassos, j'en sais rien, mais en tout cas il y avait une vingtaine de chiens, donc j'ai bien fait de ne pas traverser tout seul. Mais là je vous avoue que je fais pas le fier parce que en tout état de cause j'ai pris cette décision un peu rapidement. Ils sont arrivés rapidement après que je vous ai fait la première vidéo et là je suis vraiment très isolé sur cette route. Il y a une voiture par heure qui passe, donc je risque d'avoir la même situation. Là j'ai eu du bol parce que j'étais en montée, donc j'ai pu bien les anticiper, les voir de très loin commencer à japper. Mais en fait le plus risqué c'est en descente en fait, parce que on va vite, on peut pas vraiment anticiper où ils sont. On n'a pas trop le temps au niveau du champ de vision, et donc bah vous vous retrouvez boum devant eux et vous êtes encerclé quoi. Là j'avais 300 mètres de décalage, donc c'était tranquille, mais donc j'ai pu attendre des bagnoles et tout, mais si tu te retrouves dans le feu de l'action avec eux, laisse tomber quoi. Donc ouais là, en tout état de cause, je vous le dis très honnêtement, je sais pas si c'était une très bonne décision, si j'aurais pas juste dû rebrousser chemin, même si bah, j'aurais fait une journée de vélo pour rien encore. Mais ouais, bah l'avenir nous le dira, écoutez, hein, parce que là il me reste encore
50 km sur cette route, donc c'est énorme. C'est énorme, il a le temps de se passer beaucoup de choses, donc on verra bien quoi. Puis comme d'hab, les Grecs dans les villages, quand vous leur demandez ouais c'est bon, il n'y a pas de chien, enfin c'est pas dangereux, etc. Ils disent oh, pas de problème, no problème. Mais le truc c'est que voilà, eux ils ont jamais randonné de leur vie, s'il faut faire 500 mètres, ils le font en bagnole, donc ils connaissent pas du tout quoi. Donc ils connaissent ils connaissent leur patelin, mais en fait ils le connaissent en voiture et les chiens ils s'en foutent des voitures quoi. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et puis, donc du coup, il faut vraiment faire gaffe aux locaux. J'étais encore un trio de chiens. Donc là, je peux pas passer. Ils m'ont vraiment attaqué. Putain, j'ai dû reculer. Ouais, je crois que là, on va faire demi-tour. Hein. Putain, maintenant, je dois, sans déconner, je dois repasser devant la vingtaine de chiens. Putain. Putain, merde. Mais là, c'est tous les 3 km, quoi. Putain. Et c'est des meutes de chiens. Ils sont vraiment pas anticipables en plus. Ça le problème. Bon, du coup, je suis passé comme j'ai pu, j'ai pas voulu revenir en arrière. Peut-être une erreur encore. Bon, je pense que de toute façon, la prochaine étape, si jamais ça devient vraiment trop chaud là, avant Metsovo, j'arrête une bagnole et je monte dedans. Franchement, j'ai jamais vu ça. Même en Roumanie, il n'y a pas un tel bordel, je crois. Et en plus, c'est vraiment. Là, c'est comme on dit, c'est un signe noir, quoi. C'est-à-dire, c'est pas anticipable. On est en pleine montée. Dans un col quoi, et de manière générale, normalement dans les cols il n'y a pas de chiens parce qu'il n'y a pas d'habitation, mais là ils ont réussi à glisser, je sais pas si vous voyez, des habitations en fait dans les virages, puis les chiens ils laissent libre des troupeaux de 5, 6, 10, 20, bref, je me plains, il n'en tient qu'à moi que de savoir gérer ça à la fin des fins, et bon bah du coup si je suis pas capable de gérer, je pense que je monterai dans une bagnole. Hein. Donc là on a encore une bonne dizaine de chiens en face. Je pense que vous les voyez pas mais... Aïe aïe aïe, j'ai croisé des Grecs en plus qui étaient super sympas. Qui m'ont dit non, y a pas de problème, y a pas de problème. Ouais tu penses qu'il y a pas de problème. Bah on est bon pour attendre encore une voiture. Il y a juste ce petit chien qui a été sympa de la journée. Voilà. Et puis là ses copains ils sont tous là-bas mais ils ont l'air très gros donc j'ai un peu peur. Là il y en a un là, je sais pas si vous le voyez. Puis là, je sais pas si j'arrive à faire un zoom qui sera suffisamment puissant, mais ouais, ils ont pas l'air plus agressifs que ça. Ils jappent pas, mais putain, ils sont beaucoup, ils sont gros. Hein. Il n'y a pas de fermier à l'horizon, pas de bagnole. Bon, on peut essayer d'avancer un peu, on verra bien. Hein. Putain, il y en a vraiment des deux côtés de la route là en plus. Hein. Il n'y a pas vraiment moyen de se mettre derrière son vélo là. Alors les gars, ça va ? Alors les gars, ça va les gars, messieurs, vous allez être dans le plus grand vlog de France. Oh putain. Bon ça allait, ils étaient bien tranquilles, mais bon j'ai pris le temps là quand même de contrôler la situation pendant 2-3 minutes pour voir un peu leur attitude à 100-200 mètres. Parce que là tu te retrouves entre 10 chiens, laisse tomber. Hein. D'ailleurs ce matin, je sais pas si c'était un signe du destin, mais j'ai rencontré un Français dans l'auberge où j'étais à Yanina. Il m'a dit c'était un gros baroudeur, pas à vélo mais normal, et il m'a dit qu'il s'était fait mordre au moins 5-6 fois dans différents pays. Je sais pas si c'était un signe du destin, mais en tout cas ça m'a pas rassuré ce matin. Donc là je fais vraiment gaffe et de toute façon je suis quasiment tout seul sur la route quoi. Je vous cache pas que là mentalement c'est très compliqué. Je suis sur un haut plateau à 1300 mètres et il y a des fermes partout, elles sont à moitié abandonnées parce que je pense que les troupeaux sont pas là. Mais ils laissent quelques gros chiens de montagne dedans. Putain, je suis tout seul sur la route, ça fait 2 fois là que je me fais attaquer en 5 km. Waouh, là... Vivement que je redescende là et que je sois parti de cette putain de zone là. Putain de merde. Là, c'est chaud là. Ah ça c'est très beau hein. Putain par contre c'est angoissant. Hein. Bon, je peux te dire qu'après chaque virage là t'as tous tes sens qui sont en éveil. Hein. Putain on est enfin en haut de cette foutue montagne. Oh, putain c'est que de la descente. Bon. La vigilance accrue parce que dans les montées tous ces chiens on peut pas mal les anticiper parce qu'ils nous voient arriver de loin dans les lacets et tout. En descente ce sera pas le cas donc
Là, je vais faire un petit check sur Google Maps pour voir un peu où sont les fermes. Sachant qu'avec un peu de chance, il devrait y en avoir moins parce que c'est assez boisé. Alors que de l'autre côté, c'était vraiment très... il n'y avait pas de bois. Donc c'était propice pour des élevages, etc., des pâturages. Là, c'est plus boisé. Donc, par contre, c'est ouf ici. On a changé de versant de la montagne et là, on se croirait en Alaska avec la route, vraiment. Ouf. Bon, j'ai la chance d'avoir passé plutôt une bonne nuit. Très honnêtement, je m'y attendais pas parce que là, je dors en pleine cambrousse. Et en général, quand la journée a été bien tendue nerveusement comme ça, tu restes un peu aux aguets la nuit, ça redescend pas totalement, mais finalement ça va, j'ai bien dormi. Malgré le fait que dans cette zone, il y a pas mal apparemment d'ours et de loups, donc bon. Et ça m'a pas trop empêché de dormir, donc c'est cool. Et puis voilà, c'est parti pour une nouvelle journée. Donc là, du coup, il va falloir prendre une décision concernant la route. Si je fais tout le tour et que je reste sur des routes plus ou moins passagères, bon, quand je dis passagères, c'est une voiture par heure, hein, voilà. Mais là, du coup, je peux prendre une petite route où je pense qu'il y aura une voiture par jour. Et du coup, je fais que 50 km pour aller jusqu'à Kalambaka, jusqu'au Météor. Et par contre, si je fais tout le détour et je reste sur des routes où il y a un petit peu de passage, c'est plus de 100 km, donc c'est le double. Donc bon, je pense que là on est juste à l'entrée de la route. J'ai vu qu'il y avait un truc un peu d'aventure 4x4 et tout. Je vais leur demander, mais là je vais les tanner là. Là je vais leur dire, écoute, t'es sûr à 100% que la route elle est sûre là, parce que hier tu sais j'ai demandé à 30 Grecs. Ils m'ont tous dit ouais, y a pas de problème, t'inquiète pas. Et au final, voilà. Vous avez vu la merde que c'était, quoi. Je pense que hier, j'ai dû me faire attaquer, je pense, au moins une dizaine de fois, à mon avis. Et je pense des chiens, j'en ai croisé une centaine. Ouais, une centaine, j'abuse un peu, peut-être 50, on va dire. Allez, une bonne cinquantaine de chiens hier. Bon, le truc de trekking auquel je voulais aller demander des infos, c'est fermé. Donc... route là qui est en pleine montagne, il y a vraiment personne. Donc là j'attends un peu pour voir s'il y a un minimum de passage, mais John m'avait dit à peu près une voiture par jour. Et c'est encore une plus petite route que ce que j'ai fait hier. Et vu le nombre de chiens qu'il y avait, et les chiens en meute et tout, je crois qu'on va écouter les conseils de John. Ça me semble plus prudent, même si je dois me taper 100 km de vélo au lieu de 50. Parce que, après tout, John, il avait raison hier. Donc, il y a une petite voix en moi qui me dit, bon, de toute façon, la journée d'hier, elle était vraiment catastrophique. Est-ce que ça peut vraiment être pire? De toute façon, vas-y, on y va, quoi. Mais ce cas, c'est que là, si je me retrouve face à des chiens, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais faire 15 bornes, je me retrouve face à une meute de chiens, je peux pas passer, j'ai aucune voiture pour m'aider, donc je suis obligé de retourner 15 bornes en arrière, et donc en fait, au final, je vais me retrouver à faire 130 bornes, quoi. Donc, c'est probablement le mauvais calcul. Donc là... surtout que j'ai pas de... Je comptais un peu sur ce truc de trekking qui connaissent en général bien les régions et ils savent marcher, donc ils connaissent pour le coup, ils sont conscients des risques en général. Donc s'ils avaient pu me renseigner et me dire c'est ok, t'as peut-être 2-3 chiens mais je pense que tu peux gérer, j'y serais allé, mais là je pense que... Je sais pas ce que ça veut dire ça, mais je crois qu'en tout cas ça veut dire que j'ai eu du bol la nuit dernière. Putain. Oh la vache. J'aurais pas du tout pensé que la Grèce c'était aussi sauvage en fait. Comme quoi, je pensais la Grèce, ouais, ça allait être la plage, les vacances, tranquille. Après la pauvreté de l'Albanie, de la Bosnie et tout, et en fait, bah, c'est tout l'inverse, quoi. Il y a des chiens, des animaux sauvages. Bon, on est sorti de cette route maudite. Ça monte toujours, mais au moins on est sur une plus belle route. Avec pas de ferme. Et il reste une quarantaine de bornes jusqu'au Météor, donc parfait.
On va y arriver, on les aura mérité hein, ces météores. Hein. Bon ça y est, on arrive au météore, on l'aura pas volé hein. Franchement, pour les derniers jours là. Je pense que là, après le coup de la Serbie et du froid, je pense que c'est la deuxième fois que je ressens vraiment une forme d'accomplissement d'être arrivé quelque part. Parce qu'après, bon, Bosnie et tout, j'ai pas eu d'épisode particulièrement difficile. Enfin, ça reste pas simple forcément de pédaler sur un vélo 100 km par jour, mais on va dire que ça devient un peu la routine. Mais là, ces derniers jours, ils ont été chauds, donc là, voilà, je profite un peu du paysage. J'ai la montagne. Ces foutues montagnes là qui m'ont donné tant de mal qui sont maintenant derrière moi.